c'est pas très dur hein, d'être entrepreneur. Il faut être le premier, le dernier parti, et irréprochable dans ce que tu fais, et remplacer n'importe lequel de tes employés. Tu pourrais toujours gagner de l'argent avec tes deux mains, mais il faut toujours que tu essayes de réfléchir comment tu peux faire travailler d'autres mains pour toi. Moi, je pense que quand même, tu as le truc. Hein. Quand tu es petit, tu l'as ou tu l'as pas. Bonjour Julien, merci de nous recevoir. Alors tu devais nous recevoir dans ta boutique Le Chaudron d'Or, mais là tu nous reçois encore plus en intimité, donc ça correspond parfaitement à Ito, les interviews d'entrepreneurs, parce que c'est un côté très très humain, donc en tant qu'entrepreneur tu nous reçois chez toi. Merci beaucoup Cédric, oui, je te reçois. On n'est pas très loin de la nougaterie, on est juste au-dessus, en bon artisan. On habite avec ma famille au-dessus des chaudrons, donc tout va bien. Donc là on va aborder plein de sujets, tu es un entrepreneur passionné, passionnant, tu as toute une histoire, une aventure alors que tu es tout jeune. On n'est pas le côté maire de la ville de Montélimar, Ouais. On est avec l'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ta fiche d'identité, ce que tu es? Donc oui, Julien 1984, né à Montélimar, d'une famille de Montiliens depuis 160 ans. Tous les hommes de ma famille sont nés là, donc un pur produit local. Cursus assez classique, bac à Montélimar, avec une petite expérience à Béziers en pôle sport rugby, parce que j'étais fan de rugby quand j'étais jeune, donc je suis allé jusqu'au bout de ça. Après, fac de droit à Lyon, où j'ai pu faire différentes licences en même temps, licence de droit, Sciences Po et une licence gestion des collectivités locales. Okay. Quand j'ai arrêté, je ne me voyais pas être avocat, donc j'ai pris une année sabbatique pour voir qu'est-ce que je voulais faire, préparer des écoles de commerce. Et, j'ai travaillé dans un site à la création qui s'appelle le Palais du Bonbon et du Nougat, avec quelqu'un qui m'a vraiment inspiré, avec Guy Spaziabelli, qui était vraiment intéressant. De là, j'ai fait une école de commerce à Nancy. Cette école de commerce, j'ai pu la faire en 2 ans et j'ai même utilisé la dernière année à l'étranger pour avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui sera mon maître de stage et après, surtout mon premier associé dans une boîte de com que j'ai créée là-bas. Super, ça fait une très bonne transition parce qu'on va parler entrepreneur. Donc, ton parcours, c'est quoi le déclic? Comment tu es devenu entrepreneur? C'est quoi un peu les prémices? Explique-moi un peu cette genèse. Donc, on ne devient pas entrepreneur, hein, on se découvre. Comment t'es arrivé là? Je ne sais pas s'il y a vraiment un déclic qui s'est fait. C'est plus la façon de travailler. J'avais eu ma grand-mère qui m'avait toujours dit quelque chose d'assez intéressant. C'est tu pourrais toujours gagner de l'argent avec tes deux mains. Elle était coiffeuse, donc c'est vrai, elle était artisane, donc avec ses mains, elle travaillait, elle gagnait. Elle dit, mais il faut toujours que tu essayes de réfléchir comment tu peux faire travailler d'autres mains pour toi. Et c'est ça qui te permettra d'être plus riche que si tu n'as que tes deux mains. Donc ça m'avait fait sourire à l'époque, mais c'est vrai que finalement, je réfléchis souvent dans cette volonté-là de me dire, je peux faire quelque chose, mais si je le développe, comment je peux faire travailler d'autres personnes pour créer de la valeur ajoutée? Ça a toujours été le raisonnement. Et après, quand je suis face à un problème, j'essaye de me dire qu'est-ce qui serait la meilleure solution pour la personne en face de moi. Voilà, comment cette personne-là est prête à donner de l'argent en plus pour pouvoir répondre à cela. Ce qui te plaît, c'est quoi? C'est la réflexion intellectuelle, c'est d'aller chercher, c'est un peu d'innover? C'est ça. J'ai la chance de travailler avec mon épouse et où on est très complémentaires dans la gestion, j'allais dire quotidienne. C'est vraiment elle qui est capable de le faire. Là, on a racheté l'usine de nougat. Moi, le challenge, c'était de racheter cette boîte qui était à 530 000 euros de chiffre d'affaires quand on l'a rachetée. Difficile financièrement. C'est pour ça qu'on a eu l'opportunité de la racheter. Quand je l'ai montée à 1,2 million, c'est pas que ça m'intéressait plus, mais après, c'est de la gestion. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un seuil où on ne pouvait pas augmenter encore plus notre chiffre d'affaires. Et c'est bien tombé parce que c'est là où la période électorale s'est déclenchée et où j'ai pu être candidat et avoir la chance d'être élu maire de Montélimar. C'est un des sujets. Ouais. Être maire et entrepreneur, gros sujet. Parce que là, ton emploi du temps, tes journées font que 24 heures. Comment tu peux gérer la gestion d'une entreprise avec toutes ces problématiques et sûrement toutes les problématiques aussi d'une mairie? Déjà, tu l'as dit, les journées font 24 heures. La vraie question, c'est quelle heure on se lève. Donc moi, j'ai l'habitude de me lever vers 5h15, 5h30 tous les matins. Donc ça me permet de libérer, j'allais dire, la 1h30 de plus de boulot, qui est très administratif, mais que ça soit ou côté mairie, ou côté nougat ou brasserie de bière, parce que maintenant j'ai racheté avec un associé une brasserie de bière depuis novembre 2024. Okay. Mais c'est toujours la même façon, c'est de se dire comment j'organise toute ma journée. Tu vois, par exemple, on a 1 heure, on n'aura pas 1h10, parce que je n'ai pas plus de temps que ça. C'est être vraiment réglo sur le temps, et après, bien s'entourer. Et ça, quelle que soit la structure de société ou la structure administrative dans laquelle vous travaillez, j'ai la chance d'être avec ma femme au niveau du nougat, mais on a aussi une très bonne adjointe qui s'appelle Jessica et on a un responsable d'atelier qui s'appelle Philippe. Et là, ça nous permet d'être stabilisés. En revanche, ce qui est un peu frustrant dans ce raisonnement-là, c'est que tu n'as pas le temps pour la croissance.
C'est-à-dire que maintenant, on est stabilisé à 1 million d'euros à la nougaterie. Je sais que je ne pourrais pas aller à 1,2 million comme je faisais avant parce que pas le temps et ça déclenche d'autres problématiques. C'est la même chose au niveau de la brasserie de bière que j'ai rachetée. J'ai un associé qui est très complémentaire avec moi. Je me suis occupé réellement de la reprise de l'entreprise au tribunal de commerce, tous les dossiers qu'il fallait faire, la restructuration du personnel, économique, les rachats, les contrats qu'on pouvait avoir. Mais en revanche, il y a un moment, je ne peux pas dégager plus de temps et je connais dès le début ma limite. Et c'est à la limite ce qui serait un peu frustrant. Mais en même temps, je m'épanouis énormément dans le mandat de maire où finalement, on a les mêmes raisonnements à avoir. C'est juste la notion de temps qui n'est pas la même. Ok. Ça veut dire que ça me force à réfléchir sur les problématiques. Une entreprise, c'est pas une mairie, c'est pas une entreprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir les mêmes objectifs. On n'appelle pas ça des centres de profit, nous on appelle ça plutôt des politiques publiques parfois, mais avec des collaborateurs, on a vraiment changé les ratios, les tableaux d'évaluation, savoir combien ça nous coûte, qu'est-ce qu'on peut faire, une vraie politique d'achat aussi, ce qui nous a permis, monter marre, de diminuer significativement la dette. Quand tu as moins de dette, moins d'endettement, tu peux mettre plus d'investissement. C'est pour ça qu'on arrive à faire de nombreux travaux. C'est des vraies belles dynamiques qui peuvent se mettre en place. Donc en fait, tu mets presque la logique d'entrepreneur, la mentalité entrepreneur dans la collectivité. Complètement. Mais là où tu es capable de reprendre une société, j'allais dire en 18 mois, il te faut 5 ans à quelque chose près dans une collectivité. Parce que c'est un autre rythme et en même temps, c'est une richesse. Je ne dis pas qu'il faut changer le rythme des collectivités parce que c'est aussi ça le garant de la continuité publique. Et c'est cette complémentarité que je trouve intéressante aujourd'hui. J'ai une question qui est assez importante, qui est quel a été ton plus gros challenge? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, alors que ce soit une réussite ou un doute, mais qui t'a vraiment, en tant qu'entrepreneur, qui t'a marqué? Le rachat de cette société, la nougaterie. Pourquoi? Chaudron d'or? Ouais, le Chaudron d'or, pour une raison qui est simple, c'est que depuis que j'ai l'âge de 14 ans, je sais que je veux l'acheter. J'ai fait ma première boom ici, chez Pauline, qui m'avait invité. À 24, j'ai fini mes études, comme je te l'ai dit, j'avais fini le droit et je me tâtais à savoir qu'est-ce que je faisais, si je commençais l'entrepreneuriat ou si je continuais une école de commerce. J'étais revenu voir Hervé, son père, qui j'ai dit je veux acheter ta nougaterie. Il me dit je m'en souviens, tu me l'as dit à une boom de ma fille. Il m'a proposé un prix, ça ne m'allait pas, donc j'ai dit je vais faire mes études. 10 ans après, je suis revenu, il y a 34 ans, je lui ai racheté. Donc c'était un vrai challenge au fond, tu vois, il y a des ça, challenges. C'était vraiment une envie. C'est-à-dire que tout petit, tu voulais entreprendre sur cette nougaterie. Et pourquoi le nougat? Parce que c'est un métier qui est joyeux. C'est de la douceur. Ouais, mais factuellement, déjà, c'est de la transformation, donc tu pars d'éléments qui sont naturellement bons, tu en fais un bon produit, mais les gens qui viennent te voir, ils viennent plutôt de façon positive, où ils sont en famille, ils présentent leur famille, où ils sont en vacances. Voilà, parfois je l'avais opposé quand j'avais négocié mes crédits, c'est pas pompe funèbre. On a besoin des pompes funèbres, mais au moment où tu rencontres tes clients, dans un moment de douceur, c'est pas les mêmes. Plaisir. Donc c'est là où c'était intéressant, et pour moi c'était un vrai challenge parce que je travaillais chez Lafarge Granulat. Ouais. Et tu n'achètes pas une boîte comme ça, même quand tu es cadre sur la Côte d'Azur chez Lafarge, tu peux mettre de l'argent de côté, mais tu n'as pas forcément. Et en fin de compte, la vie, parfois, elle est faite de petits déclics. Ouais. Et moi, mon déclic, ça a été le rachat de Lafarge par Holcim et la suppression de mon poste. Et en fin de compte, à partir de là, j'ai eu un plan de licenciement parce que mon poste, ils me l'ont supprimé. Avec ça m'a fait l'apport d'argent supplémentaire qui me manquait. Et j'ai commencé, quand on a racheté la nougaterie avec Charlène, je crois qu'il me restait moins de 1 500 € sur tous mes comptes compris. Et j'avais 34 ans. Et feu, on est parti. Donc là, le challenge, tu ne te le poses plus, tu sais qu'il faut réussir. Et là, je me rappelle, en 1 an, j'ai perdu 11 kilos. Donc j'étais, non pas que j'ai beaucoup plus grossi, mais j'étais vraiment amaigri, mais parce que je le bouffais matin, midi et soir. Je faisais déjà des doubles journées. C'est-à-dire que je faisais le nougat. Pour remettre, on commençait tôt, déjà il était 5h30, jusqu'à 13h. Et après, je faisais ma sieste, 13-14. Et après, j'enchaînais sur le comment on la nettoie, comment on la remet à niveau et comment on va chercher nos clients. Et en moins de 18 mois, on est passé de 530 000 à 1,2 million. Et là, tu disais, Charlène, ta femme. Ouais. Mais évidemment, tu as une vie de famille, tu as des enfants. Ouais. Pareil, t'es mère, t'es chef d'entreprise, plusieurs structures, tu as une vie de famille. C'est quoi le secret, comme on dit des fois, d'essayer de trouver l'équilibre ou de ne pas le trouver, cet équilibre pro? Il y a des entrepreneurs, ils n'y arrivent pas, ils se séparent, ils perdent leur boîte, leur famille. Si toi, est-ce qu'il y a un secret? C'est s'obliger. C'est clairement s'obliger et avouer, dire les choses clairement à ses enfants et à sa femme. Par exemple, mes enfants, moi, ça m'arrive régulièrement de partir vers 6h15 du matin pour aller bosser à la mairie. Mais à 8h, j'arrête et je reviens, je cherche mes enfants, je les amène à la crèche et à l'école. Bon, on court parce que j'arrive et ils sont ric-rac, mais voilà, je me force à revenir les voir et à voir ce phénomène-là. En revanche, le soir, je ne les vois pas. Il y a des soirs,
Mes gamins, je les ai déposés à la crèche et je les revois le lendemain matin pour les réamener à la crèche. Mais en revanche, mon fils qui a 9 ans, quand je l'amène en vacances et qu'on vient de rentrer du Mexique, je lui dis, tu vois, tu as pu avoir ce type de vacances. Parce que papa, voilà, il sait que c'est une contrepartie. Tu peux pas tout avoir. C'est comme quand je me promène dans la rue avec mon fils, je suis le maire aussi. Je suis pas que le papa de Martin. Et donc, les gens, parfois, ils viennent nous interpeller. Il faut l'expliquer à Martin. Donc tu fais partie un peu de ces nouveaux entrepreneurs, et je partage cette philosophie. Avant, j'allais dire, les anciens entrepreneurs, c'était très cloisonné, ils ne parlaient pas de leur vie perso, même à leurs enfants. Donc toi, tu as beaucoup de partage, tu expliques le pourquoi, tu donnes du sens à tes enfants, c'est ça? Ouais, j'explique clairement. En plus, il a sa mère qui travaille aussi. Là, tu vois, sur la table, quand il y a des travaux, tu es dans notre salle à manger, c'est le bureau des portées de l'usine aussi. Il voit sa mère aussi travailler. C'est quelque chose qui rentre dans le cadre. Peut-être un futur entrepreneur? Ouais, sûrement. Parce que tu le vois, tu comprends. Là, il a 9 ans, mais je le force déjà à faire des visites de touristes pour accueillir, faire les dégustations. Voilà, je pense que ça s'inculque, cette culture de l'entrepreneuriat, quel que soit l'âge, on peut être dans cette notion-là. Et après, moi, j'assume tout à fait de parler d'argent, non pas à mon fils en parlant de la somme, mais oui, ça a une valeur. Voilà, ça, c'est pas gratuit, c'est des choses qui me paraissent importantes. Voilà, tout simplement, et je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu as eu un mentor, une lecture, une formation? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour évoluer en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, comme je dis, on n'est pas entrepreneur vraiment de la naissance, on le devient. Qu'est-ce qui t'aide le plus, toi? Moi, je pense que quand même, tu as le truc. Quand tu es petit, tu l'as ou tu l'as pas. C'est-à-dire que avoir la notion de il y a un produit qui a une valeur et je peux me le garder ou je peux le donner ou je peux le vendre ou je peux faire. Je crois que ça. L'aspect du commerce? Ouais, tu l'as ou tu l'as pas. Et moi, je pense que depuis que je suis tout petit, je sais pas, mais depuis que j'ai l'âge de 14 ans, j'ai toujours travaillé. C'est-à-dire, je n'étais pas payé parce que j'avais pas le droit jusqu'à mes 16 ans, mais j'avais des contributions. Je me rappelle, maintenant c'est bon, ils n'ont plus leur magasin, je peux le dire, mais j'étais payé en polo Eden Park et Serge Blanco, parce que j'avais fait mon stage de 3e dans cette boutique. Et je dis, moi j'adore, je veux continuer à travailler avec vous. Et donc je travaillais pour Noël, la fête des pères, je travaillais avec eux. Et c'était comme ça parce que j'aimais déjà ça. Et donc j'avais eu une première femme qui s'appelle Sophie, qui m'avait expliqué un jour, je me rappelle bien, la personne m'avait pris un peu d'eau parce que mon père était élu. Et donc, la personne m'avait reconnu et j'avais dû faire un ourlet. Donc, d'accord? Donc, tu as 15 ans et tu es à genoux, tu es en train de faire l'ourlet de la personne. Et la personne avait été plus ou moins désagréable au moment où je fais l'ourlet. Et Sophie me dit, tu sais, Julien, l'essentiel, c'est pas la façon à laquelle il t'a répondu, c'est que finalement, tu lui as vendu 2 costumes. Et c'est bien ça l'essentiel. Si lui croit qu'il a été fort, ouais, mais toi, tu as fait le chiffre. Ça, c'était une première personne qui me l'avait montré, et ça, c'était important. Et la deuxième, c'est Guy Spaziabelli, avec qui j'ai travaillé au Palais du Bonbon, qui avait déjà réussi sa vie. Au moment où on se voit et qu'on crée cette boîte, il avait déjà vendu plusieurs de ses sociétés. Et il m'avait dit, c'est pas très dur d'être entrepreneur. Il faut être le premier, dernier parti, et irréprochable dans ce que tu fais, et remplacer n'importe lequel de tes employés. C'est-à-dire que si tu dois dire à un mec, t'es viré, je te remplace, il faut que tu puisses le virer et le remplacer. En revanche, il faut que tu puisses lui dire, avant de montrer ça, lui montrer que tu es capable de le faire et de montrer le niveau que tu attends de lui. C'est-à-dire que si tu es irréprochable, c'est fini. Donc toi, tu as un gros niveau d'exigence? Ouais, mais même par rapport à ce que je fais, moi, c'était un vrai problème mondial et même local et de santé publique, la Covid. Mais pour ma prise de fonction en tant que maire, ça m'a libéré entre 6 et 8 mois où j'ai fait que bosser enfermé dans ce bureau. Parce que on n'avait pas le droit, il y avait le confinement, mais les fonctions de maire me permettaient de sortir, mais je n'avais pas de collaborateurs en face de moi. Donc j'ai demandé qu'un truc, ils m'ont amené des malles complètes de dossiers et j'ai pu les bouffer. Voilà. Tu vois, comme quand tu reprends une boîte et que tu relis tes bilans, t'es un acharné de travail. Voilà. Et c'est ça en fait compte qui a permis à un moment de faire des analyses et de voir les carences. Et là, le côté entreprise, de se dire, là, il faut qu'on fasse un audit sur un truc qu'on n'a pas vu. Je vais donner un seul exemple, après on ne parlera pas de politique, mais dans tout mon programme, pas un moment je parle de faire un centre communal d'action sociale. D'accord? Parce que dans le prisme que j'avais de la ville de Montélimar, ce problème de pauvreté, il y était, mais pas au niveau où j'ai pu le ressentir dans la lecture. Je refais une analyse des besoins sociaux et je me rends compte que Montélimar est passé de 12% de pauvreté en 2012. La moyenne nationale est à 14%, donc on était plutôt ce qu'on va appeler une ville bien. 2022, quand je fais l'analyse, on est passé à 20%. Okay. D'accord? Et là, tu dis, on a décroché. Et tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas quasiment doubler ton taux de pauvreté parce qu'en nombre de population, ça avait doublé. Pas mettre les moyens en adéquation. Parce que si ta ville décroche, c'est pas bon. Et donc,
Bah là, on est en train d'inaugurer un bâtiment qui a coûté plusieurs millions d'euros pour faire un centre communal d'action sociale, alors que c'était pas prévu, c'était pas foncièrement ma Mais tu as fibre innée. réajusté. Mais voilà, quand tu es maire, c'est comme quand tu es dans une boîte, si tu vois que tu as un produit qui va pas, bah, il faut l'adapter, il faut se remettre dessus. Mais tu as mis la vision entrepreneur. Complètement, qui était dedans. Tu as réajusté, tu as adapté, tu n'as pas dit juste dans mon programme j'avais mis ça, je reste J'ai pas là-dessus. mis, non, bah parce que après quand tu es maire pour tous les Montiliens et tu es maire pour la collectivité, c'est pas pour ton électorat. Donc c'est vrai qu'on l'a remis. En revanche, ouais, on assume clairement parfois de mettre de vrais critères de sélection. Est-ce que c'est un service obligatoire, pas obligatoire, de diminuer la voilure. Et ça, c'est important parce que je pense qu'une collectivité, c'est comme une boîte. Alors, il faut réinvestir. Julien, quand on est chef d'entreprise, on est maire, il y a plein évidemment de sujets qui pourraient dire conflit d'intérêts. Ce sujet-là, comment toi tu le vois, comment tu le traites? Ça ne doit pas être évident tous les jours, parce que rien que des fois en tant qu'entrepreneur et vie perso, on peut dire que c'est compliqué, mais toi, comment tu vois la chose? C'est vraiment compliqué pour deux raisons. C'est qu'on fait des lois pour des élus qui ne travaillent pas à côté. Et c'est vrai. D'un point de vue de stats, j'allais dire, j'ai 95% de mes confrères qui ne bossent pas en plus à côté. Et donc, on a mis des lois séparées, et c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est faussement vrai, mais ça vous force à avoir une nouvelle logique. Par exemple, je te disais, je fais 1,2 million de chiffre d'affaires quand je viens d'être élu maire. J'ai quasiment 200 000 euros de chiffre d'affaires à qui j'ai dit à des clients, je ne peux plus vous vendre du nougat parce que potentiellement, vous allez répondre à des appels d'offres et je ne veux pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Mais ce n'est pas évaluable, des choses comme ça. Et c'est là où, à un moment, c'est des risques qu'on prend. Donc tu perds quand même du chiffre d'affaires, Ah tu perds en devenant maire, c'est-à-dire que tu te mets au service de la collectivité, mais personnellement, tu perds. Je te donne un exemple tout simple. Je fournissais du nougat à 2 entreprises de BTP. Imagine que leur cadeau de Noël, ils continuent à envoyer la boîte de nougat du Chaudron d'Or alors qu'ils ont eu un marché public sur Montélimar. Ça ne serait pas compréhensible. Les gens ne comprendraient pas, même si ça pourrait. Ils n'ont pas eu le marché parce qu'ils m'achètent du nougat, ils achètent le marché parce qu'ils sont mieux-disants sur le marché public. Mais tu ne veux pas laisser de doute. Je ne veux pas laisser de doute parce que, on a déjà assez de suspicions comme ça de façon constante, assez de faits divers. Chaque fois que tu as un maire qui se fait taper, c'est les 36 000 qui chargent. Donc c'est ça qui doit être adapté. Et après, je pense qu'on devrait mettre plus de codes pour permettre aux élus de continuer à travailler. Parce que, moi, je suis désolé, mais je fais la politique, j'adore ça. Mais je sais que j'ai ma vie à côté, je sais que j'ai mes salaires qui sont à côté, et ça me permet de relativiser un paquet de fois sur des faits concrets. Là, aujourd'hui, je me dis que certains, parfois, ils n'ont pas envie de repasser au suffrage universel tout de suite, tu vois. Je n'ai pas besoin d'allumer la télé pour me dire que... C'est vrai que des fois, on voit des élus qu'on se dit ils n'ont jamais goûté le terrain, l'entrepreneuriat ou le monde de l'entreprise, et ils dirigent tout un monde économique. Toi, c'est l'inverse, toi, tu viens vraiment de ce monde-là. Moi, il y a une phrase qui m'avait complètement choqué, c'était Ségolène Royal, qui m'avait expliqué qu'elle parlait au chef d'entreprise quand c'était à sa présidentielle en disant « Mais moi, je sais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, j'ai tant de millions de budget à la région Pays de la Loire, je crois qu'elle était. » Mais pas du tout. Quand tu es chef d'entreprise, tu ne sais pas combien tu vas faire de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Tu as des prévisionnels, mais toi, quand tu es élu, moi, je peux te dire, à 100 000, on a un budget à 42 millions à la ville de Montélimar, mais à 100 000, 200 000 euros près, je sais combien je vais avoir de chiffres. Mais ce n'est pas du chiffre d'affaires, c'est parce qu'on est dans un pays où les gens, le recouvrement de l'impôt est réel, donc on sait que les gens vont nous payer tant d'impôts. Et ça fait deux mondes différents. Quand vous entendez un élu vous dire « Attendez, mais moi je suis comme un chef d'entreprise, je gère 800 employés. » Non, c'est deux choses complètement différentes. Moi je sais que quand je dois faire mon million de chiffre d'affaires au nougat ou gérer mes 42 millions de chiffres, non pas de chiffre d'affaires, mais de budget à la mairie, c'est deux mondes complètement différents. Tu m'as parlé en off, évidemment, d'une originalité. Tu as quand même été dans les coulisses aux États-Unis pour la campagne d'Obama. Donc, comment on est entrepreneur ou jeune start-upper presque que tu étais, tu passes un peu à Obama, tu deviens maire. C'est quoi le lien de tout ça? C'est simple. C'est tous les jours de se dire qu'est-ce qui va me faire prendre du plaisir? Et moi, je suis comme ça. Je prends du plaisir. C'est-à-dire, j'ai cette chance, je touche du bois. Je suis en bonne santé, j'ai la chance d'avoir une famille qui va bien, d'aller, et je me dis toujours qu'est-ce qui peut me faire vibrer et d'y aller. Et après je crois aux rencontres humaines. Par exemple la bière, j'ai pas vocation à aller dans la bière, mes journées sont déjà full, j'ai tout, sauf que j'ai un pote de 35 ans du rugby que j'avais essayé de racheter, qui voulait racheter une boîte, je lui avais monté son business plan il y a 2 ans, et là il n'avait pas pu acheter cette brasserie. L'année dernière, je vais manger avec mon épouse, ça devait être vers le 12-13 juillet, juste avant le 14 juillet, je me rappelle. Et je mange la table juste à côté. Et je lui dis, alors t'en es où tes bières? Il dit, écoute, j'ai eu un coup de téléphone ce matin, une brasserie qui va pas très bien, faudrait que j'aille la visiter demain. Je dis, je pars avec toi. Si on part à 6h, j'ai le temps de revenir, j'ai un rendez-vous à 11h, mais on fait l'aller-retour à 10 ensemble.
Elle me dit ouais, pourquoi pas. Et pourquoi? Parce que vu que j'allais faire l'analyse papier, je lui dis autant que j'en profite pour voir concrètement comme ça. Pourquoi? Parce que je suis pas manuel pour un sou. Je sais pas mais je sais monter du dossier, je sais un peu réfléchir par rapport à des dossiers. Donc avec mes potes, on fait un deal. On va faire du sell, c'est en troc. Tu viendras même monter mon étagère et je te montrerai ton dossier d'aide. C'est un truc. Et je suis allé et finalement, j'ai visité, il comptait la racheter. Et je lui dis écoute, moi dans l'analyse, ça me paraît compliqué que tu la rachètes. Mais on peut te associer. Il a souri. Il dit pourquoi? Je lui ai dit on fait 50-50 et je t'explique pourquoi on peut la racheter. Et finalement, on est allé racheter au tribunal de commerce parce que l'analyse que j'en avais fait, c'est que c'était pas relevable. On pouvait pas la racheter. En l'état, il fallait mieux être là. Julien, on pourrait parler des heures. Je pense que tu es encore plus grand bavard que moi. Tu as une histoire, un parcours impressionnant. Je pense qu'il faudrait que tu reviennes aussi dans le podcast. Ouais. Par contre, je sais que ton temps, il est millimétré. Ouais. Et donc là, on a déjà débordé un peu. On va clôturer sur juste une question. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à un jeune entrepreneur ou un entrepreneur qui est peut-être en difficulté? J'allais dire un conseil d'entrepreneur, c'est quoi que tu lui dirais? Tout de suite, arrête de penser à ce que toi tu veux, mais pense plutôt à la personne qui va rentrer dans ta boutique. C'est-à-dire, pourquoi elle rentre chez toi et qu'est-ce qu'il vient chercher chez toi? C'est simplement ça la question. À la place du client. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est de te dire, est-ce que je lui crée de la valeur ajoutée? C'est simple, ça peut paraître simple, mais c'est tout le temps ça. Par exemple, moi, la nougaterie, du nougat, j'ai 12 confrères qui sont super, qui vendent du bon nougat aussi. Mais pourquoi les gens vont venir plutôt chez moi alors que je suis dans une nougaterie au fin fond d'une impasse, d'une route secondaire? Parce qu'il va avoir l'authenticité, que la personne va avoir la machine. C'est ça. Et je me mets toujours à la place des gens en disant qu'est-ce qui fait que la personne va venir plutôt chez moi que chez un autre de mes confrères? Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est répondre à un besoin ou, à défaut, répondre à un besoin de meilleure façon chez moi. Tu n'es pas obligé de créer ta boîte. Une nouvelle révolution. Tu parlais de start-up, ça, c'est tu génères un nouveau besoin. Mais il y a plein de boîtes, et aujourd'hui, on le voit bien, avec le nombre d'entrepreneurs qui vont fermer pour la retraite. Qui ne trouvent pas de repreneurs. Moi, j'encouragerais un paquet de gens à faire ça. Créer une société, c'est bien. En reprendre une, c'est parfois mieux. Tu as déjà une expérience, tu as une notoriété. Tu peux aussi jouer le deal de la transmission, parce que le jeune entrepreneur ne le sait pas, mais quand tu es entrepreneur, imaginez qu'un jour, tu éteins la lumière et la boîte, elle est juste morte. C'est fini. Le mec, ça fait un truc. Donc, il sera toujours prêt. Et c'est même plus une question de prix, je crois, parce qu'on est face à une génération de chefs d'entreprise qui est en train de partir à la retraite, qui sont tout à fait conscients qu'il y a plus d'offres que de demandes, et donc ils ont vécu de ça. Donc, ils savent bien que s'il y a plus d'offres que de demandes, la valeur vénale, elle vaut plus grand-chose. Et donc, c'est plutôt ça. C'est réfléchissez à est-ce que je dois mieux créer un truc de A à Z? Est-ce que je dois mieux reprendre quelque chose? Et finalement, on se rend compte que parfois, il y a des générations technologiques qui changent tout. Je vais te donner un seul exemple. Il n'y a pas besoin d'être sorti d'une école d'informatique pour savoir te servir de l'IA sur des documents sur ton site internet ou faire ta présentation de ta boîte sur TripAdvisor. Entreprendre va très vite maintenant. Et tu peux aller beaucoup plus vite avec des moyens réduits, quasiment gratuits. Aujourd'hui, tu reprends une boîte, tu passes juste avec de la bonne logique, tu peux recréer de la valeur ajoutée. Mais la question, c'est pourquoi je crée de la valeur ajoutée et qu'est-ce que j'apporte à mon client dessus? C'est ça. C'était un peu long, je suis désolé. Julien, merci. Merci beaucoup à toi aussi. Allez, au revoir.